faut l'avouer, ça c'est conformément à la loi. Certains d'entre ces exploitants en ont un peu abusé, puisque après l'ouverture des trous, ils n'ont pas refermé comme la loi l'indique. Et ça, c'est vraiment de l'anarchie. Justement, parlant de cette loi, est-ce qu'elle n'est pas faible? On a entendu les maires se plaindre, que ce soit dans la Damawa ou dans la région de l'Est, face justement à ces cratères qui restent ouverts et qui sont un véritable scandale écologique et qui sont un danger pour les populations riveraines. La loi n'est pas faible. La loi a prévu que les exploitants qui ouvrent referment les trous. Il est vrai que la mise en œuvre de cette loi se poursuit, les instruments de mise en œuvre se mettent en place progressivement, mais elle n'est pas faible, c'est prévu dans la loi qui régit l'activité minière aujourd'hui, que l'exploitant qui ouvre referme. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, ce n'est pas du fait de la loi, c'est du fait du comportement incivique de certains d'entre nos concitoyens et leurs partenaires. Ils sont rattrapables? Ils sont rattrapables. Le problème qui se pose également dans ces zones est la capacité que votre ministère peut avoir à assurer la surveillance. Les zones d'exploitation sont nombreuses et ne sont pas accessibles par des voies routières ordinaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour au moins assurer la surveillance dans ces zones connues comme ayant quelques richesses? C'est le principal sujet de préoccupation de notre département ministériel en ce moment. Justement, la surveillance de l'activité minière sur le terrain. Et comme vous l'avez dit, est-ce que notre administration ne peut pas présenter quelques faiblesses quant à la couverture totale de ces activités, du contrôle de ces activités? Nous essayons de faire ce que nous pouvons et je dois vous dire, M. Jean-Jacques Zé, qu'en ce moment, le département ministériel qui est le mien va entreprendre une vaste série de contrôles sur le terrain et même par des moyens technologiques avancés. Je dois vous annoncer, vous l'avez vu peut-être dans les premiers éléments, que nous entamons un programme de contrôle par drone pour permettre, n'est-ce pas, que ces exploitants qui le plus souvent s'émoussent quand ils voient, quand ils sentent arriver nos agents sur le terrain, soient surpris sur l'acte. Donc nous avons des drones qui vont sillonner sur 8 à 10 km à la longue, à la ronde, je voulais dire, et puis sur une hauteur allant jusqu'à 500 mètres. Et tout se percevra. Ça, c'est déjà possible. Et nous pensons que d'ici à terme, ça devrait nous permettre d'avancer un peu dans cette activité de contrôle de l'activité minière sur le terrain. Pour réussir le contrôle, Monsieur le ministre, vous avez certainement besoin de la contribution des populations par les voies de dénonciation. Beaucoup considèrent que l'exploitation minière, c'est le monde du silence. Est-ce qu'il y a des moyens pour au moins recevoir ces dénonciations au niveau central ici à Yaoundé? Vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Et comme vous l'avez dit, même si nous avons toute la volonté, les moyens pourraient nous manquer d'être partout où l'exploitation se fait. Et le premier contrôleur de l'activité minière devrait être la population riveraine qui en souffre, c'est-à-dire celle qui subit l'impact de cette exploitation. Et à cet effet, le ministère des Mines, en charge des mines, a mis en place un numéro vert aujourd'hui, je peux en communiquer les coordonnées, c'est le 1504, qui devrait permettre aujourd'hui à tout citoyen qui pourrait être concerné par une activité minière dommageable, alors de saisir, appeler directement le ministère sans coût et dénoncer les pratiques illégales qui se font par-ci par-là. Donc c'est autant d'outils que nous mettons en place pour permettre à chaque Camerounais concerné par la préservation de son environnement de contribuer à ce contrôle et à l'assainissement de notre environnement. Dans ces zones, que ce soit dans le Mbéré ou ailleurs, vous avez certainement lu le paradoxe qui existe entre ces zones dites riches, mais ce que ressentent les populations ou ce que vivent les populations au quotidien. Les maires, par exemple, qui ont échangé avec vous, parlent des retombées qui ne sont pas visibles,
les populations riveraines s'en plaignent un peu et semblent indiquer qu'on n'est pas loin de la situation vécue avec l'exploitation forestière. On est sur des terres riches, mais on n'est pas riches nous-mêmes. À qui la faute? À qui la faute? Je vais commencer par dire que l'exploitation minière procure les ressources à deux niveaux. Le premier niveau de procuration de ressources est directement sur les sites d'exploitation. C'est-à-dire que les ouvriers employés dans les carrières, employés dans les chantiers miniers, aspirent eux aussi à un bien-être. C'est-à-dire à travers les salaires qui doivent leur être versés par leurs employeurs. Donc à ce premier niveau, nous pensons qu'il y a vraiment un gros décalage entre le travail effectivement fourni qui est d'une pénibilité telle que vous pouvez l'apprécier, et les revenus qui leur sont effectivement versés. Ça, c'est constaté. Et il n'y a qu'à voir les habitats dérisoires qui jonchent les chantiers d'exploitation minière, autant dans le j'allais dire les arrondissements des régions de la Damawa que de l'Est. Alors, à ce niveau, il y a un travail à faire, il y a une organisation à faire, un suivi, un encadrement à faire pour que tous les acteurs impliqués dans le secteur minier bénéficient, n'est-ce pas, des retombées de cette exploitation directement. Ça, c'est au premier niveau. Maintenant, au deuxième niveau, la loi prévoit une rétrocession aux populations riveraines à travers les communes d'une quote-part issue de la taxe ad valorem. Parlant pour l'instant de l'or, cette quote-part est évaluée et redistribuée pour la part des communes par l'État. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, les communes n'en ont pas encore véritablement bénéficié, c'est vrai. Ça peut faire l'objet de revendications, et ces revendications peuvent être légitimes. Et je voudrais dire qu'avec le ministre des Finances, nous travaillons en ce moment pour que cette rétrocession soit possible à terme. Donc, ce que je peux dire, c'est que dans un proche avenir, ou alors à terme, comme je l'ai dit, ces populations devraient pouvoir effectivement rentrer en possession des quotes-parts qui sont les leurs. Il ne sera pas un peu tard, monsieur le ministre, parce que l'exploitation, elle se tient quand même sans arrêt. Oui, disons que la loi minière également, il ne se ferait pas tard. Oui, d'accord, si nous comptons les années qui se sont écoulées, il se fait tard, mais vous savez, la créance sur l'État est une créance qui n'est pas perdue. Voilà, donc nous ne perdons rien à attendre. Mais je voudrais dire que la loi minière également prévoit des dispositions sur le contenu local qui est assez protecteur des intérêts des populations riveraines et puis même de l'environnement. Donc tout cela mis ensemble me permet d'affirmer sans risque de me tromper que les populations riveraines aspirent vraiment à bénéficier des retombées de l'exploitation minière et devraient parvenir au bénéfice de ces retombées si la loi est appliquée dans sa sainteté. Monsieur le ministre, ces dernières années, les Camerounais ont beaucoup applaudi l'aboutissement du projet portant code minier. Nous avons un code minier dans notre pays. On attendait justement presque immédiatement des résultats. Est-ce que l'implémentation traîne? Y a-t-il des lendemains meilleurs qui pourraient être garantis par ce code minier? Forcément, les lendemains seront meilleurs. Hein. Le code minier de 2016 attend en ce moment son décret d'application qui est en cours d'élaboration. Je crois que c'est au niveau de la... C'est dans le circuit normal. C'est dans le circuit de traitement. Je crois que les jours qui viennent,
nous permettront d'avoir ce code minier, j'allais dire son décret d'application, parce que la procédure est assez avancée. L'aboutissement est au bout du tunnel. L'une des choses qu'on attend de ce département ministériel, c'est le passage quand même à une exploitation minière quasi industrielle. Vous avez encore vu sur le terrain, c'est encore les mêmes pelles, les mêmes dabas, on creuse, on fouille, on bêche avec des instruments pratiquement traditionnels, pour ne pas dire archaïques. À quand une exploitation minière industrielle au Cameroun? L'exploitation minière industrielle est à côté de nous. Nous ne sommes pas très loin de là. Et le code minier de 2016 a prévu 4 catégories d'exploitation, 4 catégories. Il y a l'artisanat pur, il y a l'artisanat semi-mécanisé, il y a la petite mine et puis la grande mine industrielle. Alors, ce que nous attendons en ce moment, c'est la mise en place du décret d'application, et je dois vous annoncer que cela ne tardera pas pour que nous commencions à compter les premières mines industrielles dans notre pays. C'est un espoir que je nourris personnellement et que je nourris sur, n'est-ce pas, l'impulsion du président de la République qui nous a instruit de tout mettre en œuvre pour que la grande mine commence à s'ouvrir. Et je dois vous dire que nous ne sommes pas très loin du but. Pour que cette industrialisation marche, Monsieur le ministre, on a besoin d'investisseurs. Est-ce que le marketing, entre guillemets, sur le potentiel minier au Cameroun est suffisamment fait? Avons-nous des pays qui s'intéressent au Cameroun, qui pourraient mettre en place et en œuvre cette industrialisation? Tout à fait. Vous parlez de marketing, justement, c'est fort à propos, parce qu'en ce moment, nous préparons une conférence internationale sur la promotion de notre potentiel minier, c'est le CIMEC. J'ai donné un point de presse il n'y a pas longtemps sur la question, et j'avais annoncé en son temps que cette conférence se tenait du 2 au 4 septembre 2019. En ce moment, nous sommes en train de nous préparer à accueillir des investisseurs de par le monde, et à l'occasion, nous présenterons le potentiel, nous présenterons les opportunités que présente notre pays, et nous pensons que cette activité devrait être porteuse à terme pour nous permettre de compter le Cameroun, que le Cameroun compte aussi parmi les grands pays miniers, comme ceux en Afrique et partout à travers le monde. Nous en avons les potentialités. Et les potentialités sont là. Les lois semblent encadrer dans le meilleur sens l'exploitation minière. Est-ce qu'il se pose aussi le problème de la formation dans notre pays? Est-ce que la structuration de l'État aujourd'hui permet qu'on puisse avoir des spécialistes en matière d'exploitation minière ou autre dans notre pays? Vous avez raison. Le problème de formation se pose. Il se pose, il est même perceptible. Je vais vous dire, depuis la fin des années 80, avec la grande conjoncture qui a eu pour effet la rupture des recrutements dans la fonction publique, la génération des ingénieurs des mines et géologie s'est un peu arrêtée avec ces recrutements. Et nous avons eu un vide qui est allé au-delà de 10 années. Et vous pouvez comprendre que ce vide créé depuis la fin des années 80 jusqu'à la reprise des recrutements qui est au rythme des ressources de l'État ne nous permet pas aujourd'hui de combler le gap. Nous avons effectivement un gap en termes de formation, de capacitation du personnel mobilisé sur le terrain pour le contrôle de l'activité minière, pour le développement de l'activité minière en général. Vous avez raison, nous avons un gros besoin, et c'est pour cela justement que par la partenariat avec certaines de nos, certains de nos amis, la Banque mondiale notamment, nous avons entrepris un programme de renforcement de capacité de certains de nos personnels. Et depuis 4-5 ans déjà, c'est le cas. Et nous comptons poursuivre avec cette activité-là, justement pour essayer de rattraper le gap. Mais il y a encore un petit temps à parcourir pour vraiment, au regard du travail que nous avons à faire,
n'est-ce pas, pour nous dire être entièrement à la hauteur. Vous avez évoqué quelques projets au Cameroun, monsieur le ministre. Peut-être le premier n'est pas un projet. On a entendu, il y a de cela quelques semaines, quelques mois, qu'on avait découvert de l'or dans l'Union Ekele. Il y avait des populations qui y allaient pour cette exploitation. Est-ce que vous avez été informé? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour ne pas vivre un autre drame minier de ce côté? Oui, merci de me permettre de parler justement du phénomène Union Ekele et Zeka. L'information nous est parvenue comme elle est parvenue également à vous, c'est-à-dire par l'euphorie, la population. Ce n'était pas issu d'une recherche comme on peut l'attendre, à savoir qu'une recherche menée est couronnée d'une découverte de minerais. Non, c'est parti spontanément. C'est parti spontanément et puis le ministère a dû aller de près voir ce qu'il en est pour découvrir qu'il y a encore du travail à faire. Parce que vous savez, pour confirmer que la localité de Ezeka dispose de réserves en termes de minerais d'or, il faut mener des recherches et confirmer les résultats. Ce qui ne semble pas encore être le cas pour l'instant. Et nous avons même effectué des descentes. Et je dois même vous dire, pour confirmer, que contrairement aux localités de l'Adamawa et de l'Est, aucune autorisation d'exploitation, fût-elle artisanale, n'a été, à la date d'aujourd'hui, encore octroyée du côté de Ezeka. Donc, Ezeka est aujourd'hui sous contrôle. Nous allons suivre. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'opportunité de ce côté, mais qu'il y a un travail à faire pour confirmer les résultats de recherche. Et il n'est pas exclu. Nous pensons même fortement que Ezeka puisse être une autre piste pour la découverte, j'allais dire, pour l'exploitation minière dans notre pays également. Parlons justement de ces pistes et les recherches qui se font encore de façon artisanale. Est-ce que dans l'approche marketing que vous êtes en train de mettre en place, les investisseurs qui vont arriver, est-ce qu'à partir de Yaoundé, ils pourront avoir une idée précise de là où on peut aller dans l'espoir de trouver quelque chose? Oui, justement, ils peuvent, parce que nous disposons d'un cadastre minier qui est transparent. Transparent en ce sens que pour rester en phase avec ce qui se fait de bien à travers le monde, notre territoire est ouvert aux investisseurs qui veulent faire dans la recherche. Vous savez, la recherche est une activité de très forte, de très haut risque, et puis à résultats aléatoires, essentiellement aléatoires. Alors, ça fait que pour les budgets des États, il est risqué de consacrer des ressources à la recherche. Donc, le Cameroun qui est un pays dont les ressources budgétaires sont celles que vous connaissez, gagnerait à intégrer, n'est-ce pas, impliquer les investisseurs tant nationaux qu'internationaux dans le processus de recherche. Alors, c'est ce que la loi dit. Les investisseurs font la recherche à leur risque et péril. Une fois le résultat positif, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour permettre à ce que ces preneurs de risques et l'État se partagent le bénéfice, n'est-ce pas, du résultat qui en serait issu. Donc voilà, et je dois vous dire que parlant justement de cette recherche-là, la Banque mondiale est à nos côtés à travers le projet de renforcement de capacité dans le secteur minier, le projet PRECASEM, qui, n'est-ce pas, déploie en ce moment un vaste programme de recherche aéroporté sur le territoire national. Ce qui nous a fait parvenir, comme je vous ai dit tout à l'heure, les informations seront mises à disposition à l'occasion de la conférence minière que nous préparons. Ce qui a fait en ce moment que le Cameroun découvre quelques indices, en plus de ce que nous avions déjà, qui portent à penser qu'on pourrait
avoir des perspectives heureuses pour l'exploitation minière dans notre pays. Alors, projet, le diamant de Mobilon, abondamment annoncé par voie des médias, même la presse internationale a parlé de ce gisement énorme dans notre pays. Quelques années plus tard, on ne parle plus de Mobilon. Oui, Mobilon a fait le buzz. Je ne vais pas rentrer dans ce qui s'est dit, dans ce qui s'est fait dans ce projet. Je vais simplement vous dire qu'effectivement, Mobilon a fait l'objet d'un permis d'exploitation. Et ce permis d'exploitation qui, en ce moment, n'est pas retiré, est en berne. Il est en berne. Si je dis donc qu'il est en berne, vous comprenez qu'il n'y a pour le moment rien de ce côté-là. Et nous espérons que... Mobilon, c'est le diamant, bien sûr. Donc, il n'y a rien pour l'instant de ce côté. Le permis est en berne. Et nous restons dans la lancée, peut-être, de la prospection d'autres pistes, peut-être à côté de Mobilon, si jamais un de ces matins, elle s'avère plutôt heureuse. Mais pour le moment, je ne peux pas risquer de dire que Mobilon est une piste heureuse pour... Tout en berne là-bas. Pour dire simple, c'est arrêté. C'est en berne. C'est en berne. On retient cela. Voilà. Le fer d'Mbalam, monsieur le ministre. Le fer d'Mbalam, par contre, fait partie de l'un des premiers projets miniers qui ont fait espérer notre pays. Et jusqu'ici, il continue à nous faire espérer. En ce moment, le promoteur du projet, dont le permis d'exploitation reste valide, est en pourparlers avec ses investisseurs, ses partenaires technico-financiers pour la relance du projet. C'est un projet qui est assez lourd en termes de ressources financières à mobiliser, en termes de technicité. C'est d'une forte technicité. Vous savez, il faut de personnes, des groupes qui aient une référence avérée dans l'exploitation du fer pour s'installer et puis avec des équipements adaptés. Donc pour le moment, nous gardons tout espoir que Mbalam puisse encore ouvrir son sol pour l'exploitation de minerais de fer. J'ai assez récemment reçu en audience les différents partenaires mobilisés dans le cadre de ce projet qui sont déployés en ce moment à travers le monde pour, n'est-ce pas, rendre ce projet possible. Alors, je vais parler pour annoncer le troisième projet à problème, le projet Géovic. Je vais parler comme les populations de Logné, de Mindourou, qui disent, lorsque vous avez reçu les responsables ici, que voilà, ils sont de retour. Ils étaient déjà là il y a cela quelques années, et puis Géovic n'a pas laissé voir ce qui était annoncé. C'est un nouveau Géovic ou c'est la continuité Géovic? Très bien. Le président de la République, chef de l'État, a donné une audience aux responsables de l'entreprise de Géovic, qui a pris un engagement ferme de revenir et de reprendre avec ses activités au Cameroun. Je n'ai aucun doute que leur engagement est serein, que leur engagement est sincère. Je suis mobilisé avec mon équipe pour les accompagner dans le sens de ce que le président veut. Nous espérons que ce retour comblera les attentes des populations riveraines sur le terrain, parce qu'effectivement ce problème se pose et nous avons eu l'occasion de le rappeler aux promoteurs du projet à l'occasion de nos entretiens, que les populations riveraines attendent de leur retour et nous pensons qu'en ce moment, ils travaillent dans le sens justement de répondre aux attentes des populations riveraines. Dans un premier temps, j'allais dire, dans un premier temps, oui. Et puis, alors l'État aussi, vous savez, c'est quand une activité économique se déploie quelque part, l'État attend aussi sa part. Donc, nous attendons beaucoup de ce projet. Nous espérons que la reprise soit porteuse, qu'elle soit définitive, qu'elle soit sereine, et nous n'avons aucune raison de douter de la sincérité de nos partenaires.
qui sont relancés sur le projet. Monsieur le ministre, peut-être qu'on va sortir par là. L'exploitation minière, les lois sont là, vos engagements sont également clairs. Comment faire pour dire aux populations aujourd'hui que l'exploitation minière n'est pas une fatalité au Cameroun? Comment dire à l'État que l'exploitation minière, il faut compter avec dans le cas de la diversification des sources de revenus? Est-ce que toutes les garanties se dessinent un peu plus maintenant? Les garanties sont là. Nous avons déjà l'encadrement légal. Nous avons un code minier qui est vraiment actuel en ce sens qu'il est à l'image de ce qui se fait partout à travers le monde. Il est protecteur des intérêts des populations riveraines. Il est protecteur de l'environnement. Il est prometteur pour les ressources budgétaires de l'État. Il est également prometteur pour l'investisseur lui-même. Le Cameroun, jusqu'ici, n'a pas encore fait sa première expérience d'une véritable grande mine. Et je voudrais vous dire que pour parler d'espoir du citoyen camerounais, je crois que le moment est venu vraiment d'espérer. Parce qu'aujourd'hui, à travers le territoire, nous avons des chantiers qui se préparent. Vous avez parlé de Jovic, je vous ai dit, nous croyons ferme. Vous avez parlé de Mbalam, je vous ai dit, c'est possible.